Voilà, bienvenue au Pecha-Kucha. Alors, qui connaît ce nom, cette origine? Que veut dire Pecha-Kucha? Bon, moi je le sais depuis 5 minutes, ça veut dire bavardage en japonais. En fait, c'est une forme de présentation qui a été lancée au Japon, où les gens en avaient un petit peu assez des séminaires qui duraient beaucoup trop longtemps, où à la fin on s'endormait. Donc là, le principe est très simple, mais très strict. C'est 6 minutes 40 secondes d'exposé, et sans avoir le droit à du texte. Et il faut que ça vous tienne éveillé pendant 6 minutes 40. C'est le principe de la chose. Voilà, alors moi, mon nom c'est Marie Farge, je suis une ancienne du salon, j'adore cet endroit. Vous devez tout ça à Marie-Josée Pestel qui est ici. Je suis ravie qu'elle soit là. C'est son 20e salon, je pense que vous le savez peut-être. Voilà, donc c'est une grande tradition magnifique. Et alors, je vais vous introduire notre première concurrente, on le dit comme ça, je pense, qui est Gaëlle Octavia. Elle est ingénieure et elle travaille à la Fondation pour les mathématiques. Donc Gaëlle, tu attends que je sois en bas et je lance le départ pour le temps. Ok. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, que veux-tu faire plus tard? Alors, je n'ai jamais vraiment su répondre à cette question. Et aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je ne suis vraiment jamais sûre de la bonne réponse. Je crois que c'est ça qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Et il paraît que beaucoup de femmes sont touchées par ce syndrome. Alors un jour, une photographe m'a proposé de faire partie d'une exposition de femmes scientifiques. Et évidemment, j'ai refusé parce que je ne suis pas une femme de science. Je lui ai envoyé une liste de femmes mathématiciennes. Mais elle m'a dit non, votre parcours m'intéresse. Et moi, à chaque fois que je vois cette exposition, je trouve très étrange de figurer dedans. Alors, je vous rassure tout de suite, si je ne me sens pas légitime comme femme de science, je ne me sens pas non plus légitime comme femme de lettres. Le jour où mon premier roman a commencé à être inscrit dans des listes pour des prix littéraires, je me suis surprise à penser que ce n'était pas juste qu'on me donne un prix à moi, parce que j'avais un autre métier à côté, que je ne consacrais pas toute ma vie à la littérature. Bon, évidemment, c'était encore le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il y a une époque où la réponse à cette question, c'était elle, Nadia Comaneci qui virevoltait, qui rattrapait la barre asymétrique au dernier moment. Je voulais faire ça, mais je n'avais pas du tout le corps adapté. Pourtant, j'aimais beaucoup les acrobaties. Je passais ma vie tête en bas. Ma mère, d'ailleurs, me disait « Mais tu vas finir dans un cirque, ma fille ». D'ailleurs, j'avais nommé mon chat Pito. Mais évidemment, finir dans un cirque, il aurait fallu faire l'école du cirque. Et l'école du cirque, chez nous, ça n'existait pas. Alors chez nous, c'était où? C'était derrière le dos du bon Dieu, comme on dit aux Antilles. C'était là. C'était une petite île qui fait à peu près 20 km de large sur 50 de long. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça s'appelait un département d'outre-mer. Alors l'outre-mer, on pourrait croire que c'est une notion relative. Hein. Quand on est à Fort-de-France, c'est Paris qui est au-delà de la mer. Mais non, l'outre-mer, c'était nous. Et pour moi, être dans l'outre-mer, ça voulait dire être loin de tout ce qui est intéressant. Alors, il n'y avait pas que Nadia Comaneci dans ma vie, il y avait aussi elle, Clara Baumann, c'est la petite pianiste du film L'Effronté. Alors, j'ai commencé le piano à cause de Clara Baumann. J'ai commencé à 8 ans et j'avais l'impression d'être très très vieille parce que mon professeur m'a dit « Oulala, pour devenir Martha Argerich, il faut commencer à 3 ans ». Donc, c'était mort pour le piano. Alors, le seul endroit où je pouvais un peu briller, c'était l'école. J'étais bonne élève et les matières que je préférais à l'école, alors c'était d'abord l'histoire parce que c'était facile, je retenais tout sans effort, c'était un peu comme un film. Puis j'aimais aussi beaucoup le latin et le français. Donc en fait j'étais une littéraire. Les sciences, non, j'étais pas très branchée sciences. Alors peut-être un peu la biologie, parce que découvrir les secrets de la vie, ça m'intéressait quand même. Mais les maths et la physique, pas du tout. J'avais l'impression que c'était des matières qui avaient été inventées pour qu'on note les élèves. Alors je jouais le jeu, j'avais de bonnes notes, mais j'éprouvais pas de passion vis-à-vis de ces disciplines. En fait, j'exagère un peu quand je dis ça, parce que j'étais passionnée par les grands savants, les Einstein, Marie Curie, Newton, Galilée, Darwin, et puis j'aimais bien aussi les aventuriers comme Diane Fossé ou le commandant Cousteau, mais on me parlait jamais de ces gens-là à l'école. Et puis, alors, il y en avait un autre, c'était le personnage de ma série préférée à la télévision, il s'appelait MacGyver. Alors MacGyver, c'est un gars qui se sortait de toutes les situations périlleuses possibles, juste grâce à ses connaissances en physique et en chimie. Et moi, j'adorais MacGyver, j'aurais voulu faire comme MacGyver, mais personne à l'école m'apprenait ça, comment on fait comme MacGyver. Donc la science à l'école, c'était pas un truc très très rigolo pour moi. Et pourtant,
sur les fiches d'orientation, quand on me demandait « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je répondais « ingénieur en aérospatial ». J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, mais ça avait le mérite d'abord de répondre à la question. Et puis quand je faisais cette réponse, mes professeurs avaient l'air très contents et mes parents aussi. Donc finalement, ça restait une réponse acceptable. Alors qu'au fond, en fait, ce que j'aimais bien à cette époque, c'était plutôt des choses artistiques. Je faisais beaucoup de théâtre, je faisais du chant. Je rêvais un petit peu d'être chanteuse de jazz. Mais alors, dans ma famille, ces choses-là, c'était très bien comme hobby. C'était super, c'était le signe qu'on était quelqu'un de très équilibré. Mais c'était pas du tout une carrière envisageable. Et puis on connaissait pas chez nous le Conservatoire national d'art dramatique, les choses comme ça. C'était pas sérieux. Alors, je disais que j'allais faire des études scientifiques. Vous allez me dire pourquoi pas littéraire, parce que j'étais une littéraire. En fait, ce qui m'attirait dans les études scientifiques, c'était précisément ce qui rebutait les autres, c'est-à-dire qu'on disait que c'était ardu, difficile. Et moi, j'avais envie de me confronter à ça, la difficulté, trouver mes limites. Donc je m'orientais par là. Et puis, quand je suis arrivée en S, il y a une autre raison plus secrète qui a émergé, c'est qu'on avait l'air de dire que c'était des voies réservées aux garçons. Et effectivement, il y avait des garçons, je trouve, qui roulaient beaucoup des mécaniques alors qu'ils n'étaient pas meilleurs que les filles. Les filles étaient beaucoup plus discrètes à résultats équivalents. Et ça m'agaçait, donc ça m'a plutôt confortée dans l'idée de faire ça. Donc voilà, j'ai fait ça. Ah oui, pardon, j'oubliais. Il y a eu quand même au dernier moment, vraiment au dernier moment, en terminale, un prof qui sortait un petit peu des sentiers battus. Et j'ai commencé à aimer les maths en terminale grâce à lui. Il nous présentait des choses qu'on n'avait jamais vues et j'ai commencé à me dire que les mathématiques, c'était une discipline beaucoup plus riche et beaucoup plus fascinante que ce que j'avais imaginé jusque-là. Donc je me suis inscrite en maths sup à Paris. J'ai fait ma maths sup, j'ai fait ma maths spé, j'ai même fait 5,5 tellement j'aimais ça. J'ai passé les concours, je me suis rétamée à l'ENS lamentablement et ce jour-là, j'ai eu l'impression d'avoir trahi la cause des femmes, figurez-vous. Mais j'ai quand même fait une école d'ingénieur. Donc, je suis devenue ingénieure en télécommunications. Mais je n'ai pas fait ça très longtemps, j'ai vite démissionné. Et j'ai fait une candidature spontanée au magazine de maths Tangente. Et là, j'ai quand même un peu trouvé mon équilibre. J'ai l'impression que j'ai enfin trouvé un lieu où je pouvais être à la fois scientifique et littéraire et où je n'étais pas obligée de choisir. Donc, j'ai passé de belles années à Tangente. Et après, j'ai intégré la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Donc, je travaille pour une fondation comme MacGyver, finalement. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne fais pas les mathématiques, mais je les côtoie quotidiennement et les mathématiques continuent de m'inspirer, de m'émerveiller. Elles m'inspirent parce que dans mes romans, par exemple, j'aime bien qu'il y ait toujours une gamine qui est fortiche en maths. Ça fait partie de ce que j'aime bien faire. Alors, quant à mon complexe, mon syndrome de l'imposteur, il est toujours là. Par exemple, le jour où on m'a proposé de faire ce pécha coucha, je me suis dit, mais pourquoi on me le propose à moi ? Puis je me suis dit que peut-être que dans la salle, il y aurait des gens qui sont nés derrière le dos du bon Dieu aussi, ou bien des gens qui se sentaient trop vieux à 8 ans, ou en tout cas des gens qui doutent, et que ça leur ferait du bien d'entendre ça. Bravo. Donc, je laisse maintenant 5 minutes strictes au public pour poser une ou deux questions brèves. Et moi, je répéterai la question simplement pour des questions d'enregistrement, de micro. Donc, question ? Kai, t'as pas une question ? Bon, alors moi, je vais te poser une question. Donc, est-ce que quand tu étais, pendant toutes tes études, tu étais dans des écoles de filles plutôt ? Ah non, de filles. Mais quand tu étais aux Antilles ? Non, c'était mixte. Alors voilà, ça me rassure beaucoup. Elle est d'une génération où le problème ne se posait pas. Non, effectivement. Mais c'est vrai que mon lycée, mes parents, par exemple, ils sont allés. Mon père était dans mon lycée, qui était le lycée de garçons à l'époque où mon père y était, le lycée Schalcher à Fort-de-France. Ouais. C'était le lycée de garçons et ma mère était dans le lycée qui a été après le lycée de ma sœur. Mais ces deux lycées sont aujourd'hui parfaitement mixtes. Oui. Bon, alors je suis super contente parce qu'il y a quand même on a une génération de différence au moins entre toutes les deux. Et ben moi, j'étais dans des écoles de filles parce que ma génération. Oui. Et l'école normale n'a été ouverte qu'aux filles qu'en 1986, parce qu'avant il y avait une école des filles pour les filles et une école pour les garçons. L'école polytechnique en 1976, et donc moi je pouvais rentrer ni à l'une ni à l'autre. Et en fait j'étais la seule fille d'une école de 1000 garçons, parce que quand j'ai compris que je voulais faire, moi j'ai toujours voulu faire des études scientifiques, et j'ai compris que si je restais dans les écoles de filles, ça serait le drame. Donc j'ai demandé à mes parents d'essayer à titre expérimental de rentrer dans une école de garçons. Vraiment, non. Et je suis contente. C'est-à-dire cette discrimination, elle est terminée. Ça c'est quand même génial. Tu vois, le fait qu'il y ait des écoles mixtes. Je crains... Voilà. Dites-moi. Attendez, je vous apporte le micro.
Justement, à propos de discrimination, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on sépare les filles et les garçons pour les matières scientifiques et les mathématiques, les filles ont des meilleurs résultats. Alors peut-être que... J'ai des gros doutes sur les méthodologies employées, mais on n'avait pas avoir le temps de discuter ça. J'ai des très très gros doutes personnellement. Voilà, dans ce qu'il faut, c'est avoir des bons profs. Faut avoir des bons profs, et dans les écoles de filles, on n'avait pas des bons profs dans les classes scientifiques et maths, et dans les écoles de garçons, ils avaient de bons profs. Ça, pour moi, c'est ça le critère principal. Bon, je crois que les 5 minutes sont... Ah, Véronique. En fait, le fait que les écoles normales soient devenues mixtes fait qu'il rentre très peu de filles en maths et en info à l'ENS Ulm. Oui, je ne vous l'ai pas dit en me présentant. Effectivement, moi-même, je suis chercheur détaché à l'école normale, au laboratoire de météorologie dynamique. Et effectivement, à l'école normale, je crois qu'en ce moment, les promos en informatique, c'est 0 filles. En tout cas, le concours l'année dernière, je crois. Et en maths, c'est 2-3. C'est vraiment... Je crois qu'en maths, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait 0 aussi, je crois. Il y a eu aussi une année 0. Il y a eu une année miraculeuse avec 4 géniales mathématiciennes. Laure Saint-Raymond, Isabelle Gallarer et puis... Sarfati, etc. Donc, vraiment une année extraordinaire, mais en général, il y a très peu de filles. Mais ça, c'est la nature du concours. C'est le fait que le concours se passe en temps limité, qu'il y a un oral extrêmement compétitif. Et ça, les filles ont fait ce que tu as fait. On commence d'abord par s'excuser en disant « mais c'est pas pour moi, vous savez, j'ai fait une petite impasse, oh non, ça j'ai pas appris ». Alors qu'un garçon, il va bluffer, il s'en fiche complètement. Voilà, donc là, c'est la nature du concours qui pose problème. Et ça, il faudra faire des réformes des concours d'entrée dans les grandes écoles. Si c'est sur projet, il n'y aura pas de problème. Il y aura une égalité des sexes, je suis à peu près sûre. Mais si c'est sur temps limité, hyper compétitif, les filles, elles ne sont pas faites pour ça. Je crois que les 5 minutes sont passées. Il y a une dame qui avait une question. Oui. Merci Yael, c'était un bonheur de vous entendre. Je voulais juste rebondir sur un petit mot que vous avez dit, c'était une rencontre. La rencontre avec votre prof de maths qui a fait que ça a provoqué l'étincelle. Pour moi, c'était exactement pareil. Merci. Très très bonne remarque. Juste, j'aurais un dernier petit mot parce que il se trouve qu'il y a quelques jours, pour parler du syndrome de l'imposteur, qui effectivement, je pense, touche un petit peu plus les filles que les garçons. Il se trouve que donc cette présentation, ça fait un moment que je sais que je dois la faire, et le hasard a voulu qu'il y a... j'avais prévu de démarrer sur cette idée du syndrome de l'imposteur qui me touche tout particulièrement, et de plusieurs manières, mais il se trouve que j'ai donc organisé une conférence sur les maths et le climat il y a quelques jours, et il y avait Anne-Laure Dalibard qui faisait un exposé. Anne-Laure Dalibard, c'est une spécialiste des équations dérivées partielles, c'est une mathématicienne absolument excellente, qui a eu une médaille de bronze du CNRS, qui a eu un projet ERC, c'est un projet européen, c'est-à-dire il faut être très très fort pour avoir un financement ERC. C'est une fille qui a une reconnaissance et qui est incontestablement excellente, une des meilleures de sa génération. Et elle a commencé par parler du syndrome de l'imposteur, par dire qu'elle ne se sentait pas tout à fait à sa place dans une conférence sur le climat. Parce qu'elle n'était pas complètement climatologue, quoi. Elle est juste spécialiste d'EDP, qui sont quand même les équations qui servent à faire les modèles climatiques. Et je me suis dit, est-ce qu'un homme aurait, dans la même situation, dit ça, ou se serait posé cette question, en fait, de dire, est-ce que je suis à ma place ? C'est vrai qu'il faut qu'on travaille là-dessus. La réponse, c'est non. La réponse, est, pour moi, elle est évidente, c'est non. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui l'a dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort chez les filles, de s'assurer, de croire qu'on n'est jamais à sa place si on n'est pas absolument top niveau. Et quand j'ai entendu Anne-Laure Dalibard, qui pour moi, je pensais que quand on avait le niveau d'Anne-Laure Dalibard, on ne se posait plus de questions, mais manifestement, on se les pose encore. Donc voilà, je pense qu'il faut que les filles travaillent sur ce côté-là. On n'a pas à s'excuser à être où on est, et on est à notre place. Exceptionnellement. Hein. Est-ce que c'est la fille de Barbara Dalibard ? Non, c'est la fille de Dalibard, qui est un très très grand physicien à l'école normale. Jean Dalibard. Son père est un des meilleurs physiciens de sa génération. Voilà, donc elle est de famille scientifique. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci Yael. à vous pour votre écoute. Et puis nous allons passer. Donc maintenant j'appelle Mariam Bari, qui a fait... Alors, ton parcours est extraordinaire. Donc son parcours, elle vient en fait du Mali. Elle a fait toutes ses études lycée au Mali. Ensuite, elle est venue en France pour faire une licence de maths à Grenoble.
Ensuite, elle a continué en faisant l'ENSTA, donc Paris Tech, en école d'ingénieur. Ensuite, elle trouvait qu'elle pouvait encore en rajouter un peu. Elle ne s'est pas laissée, même avec ton diplôme d'ingénieur, tu as continué. Et elle a fait un master à l'école polytechnique. Et elle est maintenant data scientist à la BNP. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer c'est quoi une femme ingénieure pour vous aujourd'hui? Vous prenez 5 secondes. Si je vous dis imaginez-moi une femme ingénieure, qu'est-ce que vous imaginez? Parce que moi, je suis une femme ingénieure aujourd'hui, mais lorsque j'ai demandé à ma petite sœur, elle m'a dit non, 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 tu n'es pas une ingénieure parce que tu ne construis pas de nouvelles choses. J'ai dit bon. Quand j'ai tapé sur Google, dans la barre de recherche, femme ingénieure, et je suis rentrée dans les images, voilà ce que j'ai trouvé. La plupart des images, c'était des femmes avec des casques jaunes qui travaillaient sur des chantiers, dans des industries, en train de faire des trucs super complexes. Aujourd'hui, moi, je ne me retrouve pas parmi ces femmes-là. Elles sont ingénieures d'une partie des sciences. Et moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'était plutôt faire des maths, faire des calculs. Alors, quand j'étais au lycée, quand on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire après, je disais, je ne sais pas vraiment, mais tant que je fais des maths, ça me va. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, les femmes, on peut faire des maths, on peut faire des sciences, on peut appliquer la nouvelle technologie, et nous devons laisser personne nous dire le contraire. Donc, juste après le lycée, j'ai commencé à réfléchir quelle était la bonne filière que je devais choisir pour faire ce que je voulais après. Le problème, c'est que je ne savais pas exactement ce que je voulais. Et quand on me posait la question, je disais, je veux faire de la finance. Et je ne savais pas exactement ce que voulait dire la finance, mais c'est juste parce que mes oncles qui étaient financiers étaient tous très riches, ils avaient de grandes maisons et plein de voitures. Je disais, je veux faire de la finance, je veux faire de la finance, je veux faire de la finance. Du coup, après le lycée, je suis allée en école d'ingénieur. Non, avant de faire l'école d'ingénieur, pardon, j'ai fait une licence en mathématiques et informatique. Mathématiques parce que j'aimais bien les mathématiques et en informatique parce que je trouvais que les maths c'était trop théorique et j'avais du mal à voir des choses concrètes sortir. Et donc j'ai d'abord fait une licence, ensuite j'ai fait le concours d'entrée pour entrer à l'ENSTA Paris Tech en école d'ingénieur et après j'ai décidé de faire un double diplôme à l'école polytechnique sur une spécialité en particulier. Ce que j'ai réalisé, c'est que au fil du temps, au collège on nous apprend à faire des petits calculs, des petites additions, additionner 2 pommes. Au lycée, ça commence à être une équation un peu plus compliquée. On demande à trouver une inconnue. Au lycée, on complexifie encore plus l'équation et en école d'ingénieur, on nous demande de résoudre des équations où on n'a aucun chiffre dans l'équation et ça devient de plus en plus complexe. Le truc, c'est que moi, j'aime bien les maths, je déteste la physique, je déteste l'économie, je déteste la chimie, la philosophie. Et ce que j'ai découvert en allant en école d'ingénieur, c'est que l'ingénierie, ce n'est pas que le bâtiment, ce n'est pas que la construction, c'est aussi de l'ingénierie appliquée à l'environnement, l'ingénierie appliquée aux mathématiques, l'ingénierie appliquée à l'informatique. Et une fois en école d'ingénieur, j'ai décidé de faire un peu de maths appliquées à l'informatique. Pourquoi? Parce que quand on combine les maths et l'informatique, on arrive à faire de belles choses ensemble. Par exemple, la ligne de métro 1 qui conduit tout seul et qui sans chauffeur, c'est parce que derrière, il y a un programme informatique qui calcule la distance entre chacune des stations et qui s'arrête au bon moment. Donc, c'est à cause de ça que j'ai essayé de combiner les maths et l'informatique. Alors, pendant mon école d'ingénieur, on m'a dit qu'il fallait faire de la recherche obligatoirement. Et moi, j'avais une vision très négative de la recherche. Pour moi, la recherche, c'était tu passes tes journées, tes soirées à lire des articles de recherche matin, midi, soir. Mais vu que je n'avais pas le choix, j'ai quand même postulé au MIT pour faire mon stage de recherche. J'ai eu la chance d'être acceptée dans un laboratoire de recherche. Et pendant 4 mois, j'ai fait un stage de recherche. Et ce que j'ai appris, c'est que la recherche, en fait, c'était pas juste lire des articles de recherche. C'était qu'on avait une problématique, on se posait une question, on cherchait des données pour analyser la problématique et on avait des résultats qui nous permettaient derrière de publier des articles. Et donc la recherche, c'est très vulgarisé et c'est pas seulement la lecture d'articles. Et juste après mon stage de recherche, j'ai découvert la data science et j'ai pris une petit à petit passion à appliquer la data science tous les jours, c'est-à-dire analyser des données pour extraire des informations. Ce qui est bien avec la data science, c'est que tu peux l'appliquer dans tous les domaines. Pour regarder des films, pour prédire les cours en finance, pour faire plein de choses super compliquées. Et juste pour faire une petite anecdote, quand on veut prédire des choses en mathématiques, on a des hypothèses et on fait une tendance. Sauf que notre prédiction, elle est forcément fausse. Et mathématiquement, pour essayer de résoudre ce problème, on accumule toutes les petites erreurs qu'il y a dans chacune de nos prédictions et ça fait une équation très compliquée. Mais le principe derrière, il est très simple.
Donc, j'ai fait mon école d'ingénieur. Après, j'ai été diplômée de l'ENSA ParisTech et en parallèle, j'ai fait un master à Polytechnique en data science parce que j'ai trouvé que c'était du concret et que j'arrivais plus à comprendre le master spécialisé que d'appliquer les cours en école d'ingénieur. Et donc, aujourd'hui, je suis data scientist à la BNP et mon quotidien, c'est d'aller voir des clients, d'aller discuter avec les gens, de leur demander c'est quoi leur problématique, de récolter leurs données pour faire des analyses et faire des modèles prédictifs ou faire juste des statistiques pour que eux derrière, ils aient de l'information. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le data scientist, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait de la programmation et qui fait des maths. Dans une journée classique, il fait environ 30% ou 20% de programmation. Il passe beaucoup de temps à échanger avec les clients pour les convaincre d'appliquer sa solution. Il fait beaucoup de communication pour convaincre les gens de changer leur méthode. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais profiter de ce salon pour dire qu'on a tous la possibilité de se former, de choisir notre parcours, d'adopter nos choix et de faire ce qu'on veut après. Qu'on soit des femmes, indépendamment du genre, du sexe et des spécialités. Et donc, au final, les maths, c'est juste un outil qui nous permet derrière d'améliorer nos connaissances, d'enrichir nos connaissances et derrière d'appliquer de l'engineering pour construire de nouvelles connaissances. C'est un cycle vertueux et quand on le voit de cette manière, on trouve que c'est tout à fait logique. Indépendamment, on utilise tous un peu des maths dans notre vie quotidienne pour venir ici, pour regarder l'heure, pour passer des appels. Et donc, je voudrais beaucoup sensibiliser sur le fait qu'actuellement, la société commence à changer. Il y a de plus en plus d'événements qui sensibilisent, qui ouvrent des portes à des femmes qui sont scientifiques, qui font des maths, qui font de l'ingénierie. Et n'hésitez pas, renseignez-vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est encore beaucoup plus vulgarisé. Et donc, en conclusion, bien sûr que nous pouvons faire des sciences, bien sûr que nous pouvons faire des maths, parce qu'il n'y a juste aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Alors, le truc, c'est que c'est en appliquant ce genre de technologie qu'on impacte sur un pays, qu'on le développe économiquement et socialement. Alors, n'hésitez pas et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci Aurélie. Donc, questions ? Y aurait-il une ou deux questions ? C'était vraiment très intéressant et cette filière, c'est super attractif aussi pour les étudiants en général à l'université. Oui, merci. J'ai une question. Dans votre vie quotidienne, est-ce que vous faites vraiment encore de maths ou est-ce que vous appliquez surtout des recettes ou est-ce que vous allez aussi développer des algorithmes qui n'existent pas encore juste pour nous donner une idée ce que vous faites avec... Alors, ce que je fais concrètement dans la journée, en général, je fais quasiment jamais de mathématiques. Parce que quand je fais la data science et que j'utilise des modèles, c'est déjà des modèles qui avaient été développés par des chercheurs qui existent en informatique dans certaines librairies. Et moi, je fais un peu de programmation pour dire je veux utiliser tel modèle qui a déjà été créé. Donc, techniquement, je prends rarement mon stylo pour faire des vraies équations mathématiques. Et c'est aussi ce que je voudrais dire, c'est que les maths, c'est un outil, on les utilise pour construire derrière des solutions que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours. Sauf que si on veut faire de la recherche derrière dans des laboratoires, en fonction des laboratoires, on est obligé de faire des maths quotidiennement, de prendre un stylo et d'essayer de résoudre des équations. Sinon, c'est surtout la communication avec les gens, essayer de résoudre leurs problèmes. Et à partir du moment où on réfléchit et qu'on utilise nos connaissances pour résoudre un problème, on fait un peu d'ingénierie. Et on n'a pas forcément besoin de faire une école d'ingénieur pour être un ingénieur. En fait, c'est assez typique de tout ce qui est travail d'ingénieur. C'est-à-dire vous avez des modèles qui ont été développés par des chercheurs et après, il faut paramétrer les modèles. C'est-à-dire qu'il faut les appliquer à la réalité parce qu'un modèle, c'est très général et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Exactement. Donc maintenant, c'est savoir quel problème on veut résoudre et en ce cas, adapter les paramètres. Et là, il faut le savoir des deux côtés. Il faut quand même comprendre le modèle mathématique. Donc là, la formation en maths est nécessaire comme la tienne. Et puis, il faut aussi avoir un sens quand même de la réalité, justement, de bien paramétrer votre modèle, c'est tout l'art de savoir le faire marcher. Exactement. Et de comprendre l'écosystème autour et de ne pas juste appliquer des modèles sans comprendre l'écosystème. Oui. Je crois qu'il y avait encore une question et après on arrête parce qu'il ne faut pas que je mette tout le monde en retard. Je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi une grande banque et non pas Facebook ou Samsung ou Google. D'accord. Alors déjà, j'ai fait mon stage de césure à la BNP Paribas. Donc j'avais déjà rencontré des personnes là-bas qui étaient super géniales, avec qui je voulais continuer à travailler.
Et je ne voyais pas forcément l'intérêt d'aller chercher ailleurs, dans les grands groupes. J'avais déjà rencontré les personnes que je voulais et je me sentais très bien dans l'écosystème. Et actuellement, je travaille au sein de l'IT de la BNP Paribas, dans un système au sein de l'IT, et on s'occupe de tout ce qui est informatique, de la banque. Et c'est très complexe. Et même au sein de l'IT, il commence à y avoir de plus en plus de femmes. C'est pas comme dans les autres domaines où il y a plus de femmes, mais il commence à y avoir des femmes. Et c'est très passionnant. Et il y a beaucoup de données aussi au sein de l'IT. Donc c'était une mine d'or pour moi en termes de data scientist. Son exemple est tout à fait important par rapport au fait que quand vous finissez des études, vous faites plusieurs stages et les stages en général sont critiques pour la suite. C'est-à-dire si ça a bien marché, si vous êtes passionné par votre stage et si votre patron de stage, il veut vous garder, bon, bah, ça vous fait rentrer dans le monde du travail. Je veux dire, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Exactement. Donc bien choisir son stage s'il y a des jeunes concernés dans la salle. Voilà, et ben, merci beaucoup Aurélie. Donc maintenant, j'appelle Lisa Roucheté, qui elle est enseignante-chercheur en histoire des mathématiques. Alors elle a une spécialité en histoire des mathématiques géniale. Elle fait l'histoire des jeux mathématiques. Quand même étonnant, hein, d'être au salon des jeux mathématiques avec une historienne spécialiste de la question. C'est pas banal, oui. Et elle enseigne à l'université de Brest. Du coup, je vais mettre en route le diaporama et ça met en route. Tu pars. Voilà. Alors, mardi 30 avril 2019, 9h05. Touloulout. Email reçu à l'adresse lisa.rougeté@univ-brest.fr. Émetteur du message, Véronique Chauveau, Véronique Slovaque avec Chauveau, tout attaché, @free.fr. Bonjour Lisa, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour participer au Pécha Coucha sur le salon des jeux et de la culture mathématique. Je m'en réjouis d'avance. Et moi donc, je me suis dit. J'ai 2 questions à vous poser. Oui, allez-y. Alors, la première, comment est-ce que vous souhaiteriez être introduite pour le Pécha Coucha? Ah, alors, bon, je travaille à l'université, je suis maître de conférence. Ouais, mais maître de conférence, ça fait snob, les gens, ils vont pas comprendre. Il faut que ça reflète ce que je fais. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enseigne à l'université. Donc, enseignante à l'université. Ouais, enseignante à l'université, ça sonne bien. Bah oui, mais j'enseigne quoi? J'enseigne l'histoire des mathématiques. Donc, enseignant-chercheur en histoire des mathématiques. Ouais, ça paraît bien. Bon, on va mettre ça. Ok, deuxième question. Est-ce que vous pourriez nous faire parvenir le plus rapidement possible vos slides et vos commentaires pour le Pécha Coucha? Ah. Alors, rien n'est prêt, soyons honnêtes. Donc, je vais dire que rien n'est prêt. Et puis, je vais demander s'il y a une date limite. Bon. Quelques jours passent. Nous sommes ensuite le mercredi 8 mai. Je rouvre les règles du Pécha Coucha, où je vois en fin du document ce serait bien si vous pouviez nous transmettre vos slides pour le 6 mai. Oh. Alors, je vous fais l'histoire plus courte, mais vous vous rendez bien compte qu'en fait, j'ai pas du tout envoyé mes slides en avance, j'ai pas du tout envoyé mes commentaires en avance, mais cette petite anecdote me permet en fait de vous raconter que il y a quelque chose qui manque cruellement à la maître de conférence, à l'enseignant, chercheur à l'université que je suis, c'est-à-dire le temps. Voilà, il manque cruellement de temps. Hein, papa, maman? Coucou. Ouais. C'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps pour aller les voir à Lille, par exemple, de Brest, je les fais venir sur le salon du CIJM, comme ça j'allie l'utile à l'agréable. Alors, comme je vois déjà que le temps file assez rapidement, je vous ai pas encore beaucoup parlé de moi, j'aimerais bien là aborder un petit peu plus en détail finalement mon parcours. Alors, je fais partie de cette moitié de la population qui aime bien les mathématiques. Alors quand je dis moitié de la population, peut-être que c'est un petit peu optimiste, je pense que c'est un peu moins, et surtout je pense que c'est pas aussi tranché. Je pense qu'en fait on pourrait représenter davantage les choses sous la forme qui va arriver, à savoir qu'il y a des gens qui aiment bien les mathématiques, puis il y a des gens qui aiment pas les mathématiques, mais il y a des gens qui se trouvent à l'intersection, là, vous voyez l'intersection de ces 2 ensembles, sur ce diagramme de Venn, on appelle ça un diagramme de Venn, où en fait c'est des gens qui aiment bien les mathématiques mais qui en fait aiment pas. Vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien si, moi je place à l'intersection de ces 2 ensembles les gens qui par exemple sont fascinés par les mathématiques, mais on leur a dit, dans leur cursus scolaire par exemple, qu'ils n'avaient pas la fibre mathématique, ou alors parce qu'ils ont eu 2 au bac, ou alors parce qu'ils sont allés au rattrapage, ou parce qu'on leur a dit, t'as jamais rien compris, tu comprendras jamais rien. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, moi je suis complètement dans la partie orange, c'est-à-dire que j'aimais bien les maths. Je me suis donc orientée vers un parcours de mathématiques,
à l'université. Je voulais pas de classe préparatoire, je voulais de l'indépendance, de l'autonomie. Et je m'orientais vers une profession, vers professeur de mathématiques au lycée. Je me voyais déjà, vous voyez, révolutionner des générations d'élèves. Ils sortaient de mon cours. Oh, on a un cours à écroucheter, c'était trop bien. Bon, voilà. Et donc, du coup, après ça, forcément, licence de maths en 3 ans, master 1 de maths en 1 an, préparation à l'agrégation en 1 an, échec total de l'agrégation 0 minute, remise en question totale. Oui, d'accord, l'agrégation, c'est un concours qui n'est pas facile. Peut-être qu'il y aurait fallu une 2e année. Mais surtout, il y avait un gros problème. J'allais dire quoi, moi, à mes futurs élèves qui allaient me poser des questions sur les mathématiques qui me paraissaient super évidentes et que j'appliquais sans trop me poser de questions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la dérivée de x carré, c'est 2x? Pourquoi est-ce que dans un triangle rectangle de côté ABC, a carré plus b carré égale c carré? Comment il a fait, Pythagore, pour démontrer son théorème? Et puis d'abord, c'est qui Pythagore? Non, hors de question que je me retrouve devant une classe avec 30 perdus rivés devant moi et aucune réponse, quoi. Non, le ridicule ne tue pas, mais quand même, il y a des limites. Je me suis donc en fait orientée de façon assez naturelle vers l'histoire des sciences et l'histoire de ma discipline, c'est-à-dire l'histoire des mathématiques. Finalement, ça paraît un peu logique de revenir aux origines des idées mathématiques, des théories mathématiques, pour comprendre pourquoi les maths qu'on fait maintenant, elles sont ce qu'elles sont. Du coup, je me suis orientée vers un Master 2 d'histoire des sciences et une thèse en histoire des mathématiques, finalement, en quête de réponse à mes questions. Alors vous allez me demander, est-ce que maintenant tu as une réponse à tout ? Non, j'ai pas de réponse à tout, mais je sais comment les chercher, ces réponses. Et ça, je trouve ça vachement rassurant. Ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Alors pour que vous compreniez un petit peu plus ce que je fais justement en histoire des mathématiques, il faut que je vous explique une seconde chose. Les mathématiques, elles se sont souvent construites, elles ont été forgées dans un contexte universitaire, un contexte académique. Elles ont été forgées par des mathématiciens que j'appellerais des mathématiciens professionnels, qui font des maths, c'est leur métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les mathématiques qui ont été forgées dans des contextes un peu incongrus, un peu inhabituels, des choses un peu exotiques, comme les jeux par exemple. Là, vous comprenez pourquoi je suis sur ce salon. Et donc, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est effectivement l'histoire des jeux et de leur théorie mathématique. Alors, on va prendre un jeu très classique que peut-être tout le monde connaît, qui est le jeu des bâtonnets à Fort Boyard. Et bien, en fait, ce jeu-là, on appelle un jeu déterminé. C'est un jeu qui a une stratégie gagnante pour le premier joueur. C'est-à-dire que le premier joueur, s'il joue bien tout le temps, quoi que son adversaire fasse, il pourra remporter la partie. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, ce jeu-là, il a une histoire. On le retrouve sous une version un peu italienne. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est le jeu des bâtonnets en italien. On le retrouve dans un ouvrage de 1508, écrit par Luca Pacioli, un grand mathématicien italien de la Renaissance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de retracer l'histoire de ces jeux qu'on continue à jouer maintenant et qui ont vraiment une part dans notre culture. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les récréations mathématiques, les histoires, les jeux, etc., je vous invite à aller au stand, à l'espace récréation mathématique, juste à la sortie de la tente, autour du projet Hosanna, et vous en apprendrez un petit peu plus là-dessus. Voilà, nous sommes vendredi 24 mai, il est exactement 16h15, fin de ma présentation. Bon salon à vous. Y aurait-il une question ? Merci beaucoup pour ta présentation, c'était super. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'une journée type que tu fais, par exemple ? Il n'y a pas de journée type. Si tu veux, ça va dépendre, comme il y a de l'enseignement et de la recherche, ça va déjà dépendre si j'ai de l'enseignement dans ma journée. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à que 2 heures de cours ou bien 8 heures de cours. Donc autant te dire que quand j'ai donné 8 heures de cours, je ne fais plus rien après. Sinon, ça va s'échelonner avec du travail plutôt d'archives, bibliothèque, recherche de documents, etc. Des enseignements. Et puis pas mal de voyages pour des colloques à l'étranger, pour partager les recherches, etc. Il n'y a pas vraiment de journée type. Tout s'organise un peu comme je veux. C'est ça qui fait que c'est super intéressant d'être enseignant-chercheur, c'est que tu règles un petit peu ton temps comme tu en as envie. Mais tu te rends compte que tu n'en as pas assez. Dans tous les cas, d'accord. Pourquoi Brest particulièrement ? Juste une petite curiosité. Alors, Brest, en fait, c'est pas un choix, même si je suis ravie d'être là-bas. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ta thèse et que tu cherches à postuler à des postes de maître de conférence, il y a des postes qui paraissent dans différentes universités selon ton profil, en fait.
Donc autant me dire que le profil histoire des mathématiques, il n'y en a pas beaucoup des postes. Surtout voilà, quand tu rentres dans l'histoire des mathématiques autour des jeux, il y en a encore moins. Donc finalement tes choix se restreignent et l'année où j'ai postulé, il y avait Brest, il y avait Paris, il y avait Strasbourg, vraiment sur un axe est-ouest et c'est à Brest que ça a marché et voilà. Et là où le profil colle le mieux. Merci encore. Et puis, je vais appeler la suivante. Valérie Gobertière, qui est ingénieure projet chez Air France. Non, je vais faire moi-même. Où elle s'occupe de logistique. Alors, j'ai appris que tu étais Non, pas de logistique, non. Ah, excuse-moi, c'est moi qui avais dû comprendre ça, qu'en gros, que ingénieur projet, ça avait à voir avec la logistique. J'ai inventé. Bon, tu vas nous raconter. Mais ce qui m'impressionne énormément, c'est que toi, ta vocation était vraiment l'aéronautique depuis le début. Donc j'imagine tu vas nous non. Mais attends, c'est mes notes qui sont fausses. Ah, je sais pas. T'es chez Air France. Oui. Bon. Mais je vais l'expliquer. Alors on m'a mal expliqué, donc je vais écouter avec intérêt ton exposé. Alors, moi je reviens après une dizaine d'années, parce que j'avais déjà fait cet exercice-là dans le cadre de la semaine des mathématiques en 2012, bon, même un peu plus, oui, 2012 ça fait... Voilà. Et donc je l'ai un petit peu agrémenté, un petit peu plus, j'ai rajouté quelques années de vie derrière. Hop là. Alors voilà d'où part ma vocation. Donc là j'ai mes 14 ans, je suis en 3e et je n'avais qu'une seule envie, c'est de devenir ingénieur. Et donc, ça veut dire faire bac S, tout ce cursus scientifique. Et ma première vocation, si ça va tout seul, c'était le télécom. C'était pas l'aéronautique. Donc me voilà engagée, bac S, classe prépa, pour pouvoir faire les ENS télécom. Et puis en première année de classe prépa, me voilà 32e sur 30, et je ne peux pas continuer. Et donc au travers d'un petit boulot d'été dans les aéroports au contrôle des bagages à main, me voilà découvrir l'aéronautique. Et donc je repars sur me relancer sur un cursus technique plutôt dans les avions. Donc il m'a fallu repartir depuis la base et j'ai enclenché sur un bac pro aéronautique pour être mécanicienne avion et que j'ai commencé sur Concorde et que j'ai fait en un an parce que j'avais déjà un bac scientifique. Voilà. Donc à l'issue de ce bac pro, j'ai fait une spécialisation d'1 an, mention complémentaire système cellule, donc pour être sur la cellule, les moteurs. Et comme je faisais partie des meilleurs élèves, j'ai continué sur un BTS, maintenant c'est aéronautique, à l'époque ça s'appelait MEMA. Et donc comme vous le voyez, on n'était pas nombreuses. Voilà. Donc du coup, nous voilà sur ces 2 années de BTS, et là c'est plutôt vraiment être sur tout ce qui est études constructeurs. Et en 2006-2009, je suis repartie sur un cursus ingénieur. Parce qu'à l'origine, quand même, je voulais être ingénieur. Hein. Je voulais pas être mécanicienne avion, je voulais pas faire de l'engineering. Et en 2e année de BTS, j'ai fait les cours du soir du CNAM pour entamer un cursus ingénieur. Et j'ai été repérée par des RH qui m'ont justement renvoyée dans un cursus ingénieur à temps plein et pas encore du soir. Et depuis 2009, ma vie a été pas mal chargée entre gestion de projet, entre manager d'équipe, de mécanicien moteur, de projets sur les moyens industriels qui servent à réparer les avions, des projets aussi transverses sur la diversité, parce que je travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle. Ce que je voulais aussi dire par rapport à tout ce cursus école, c'est qu'il m'a fallu un jour pour trouver du travail. Donc 7 années d'apprentissage, je précise, c'est quand même 7 années d'apprentissage en tout. Derrière, j'ai été embauchée tout de suite par Air France. Donc j'ai pas eu à faire tout ce parcours de CV, de recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, je travaille sur les avions. Donc j'ai fait un peu de logistique, j'ai fait de la maintenance moteur, j'ai fait de la maintenance industrielle. Aujourd'hui, je suis plus sur la maintenance industrielle. Vous voyez, il y a les escabeaux, il y a les bâtis, il y a les docks moteurs. Et j'encadre une équipe de 8 personnes qui font l'expression de besoin de tous ces moyens. Vous voyez, il y a un dock jaune à gauche qui vont aller jusqu'à l'achat, la réception technique. Et ensuite, après, cycle de vie, maintenance et réforme du moyen. Donc des fois, il peut se passer 40 ans entre le moment où on achète et au moment où on réforme.
Donc ma vie au quotidien, c'est tout ça. C'est de la cartographie de projet, des parkings à idées, c'est de l'innovation, parce que on traite de l'innovation industrielle en général, donc je traite quasiment tous les sujets, de la réalité augmentée, réalité virtuelle, de tout ce qui est vraiment industriel. On fait aussi des films. Tous les messages que j'aimerais porter auprès des jeunes filles, c'est de ne pas se décourager. Voilà, moi j'ai un parcours de 7 ans, plus 12 à 15 ans d'un point de vue professionnel. J'ai eu des moments comme ça, mais j'ai toujours trouvé quelque chose à faire et j'ai toujours trouvé ma voie. Donc le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Moi j'étais dans un milieu où on était très peu de femmes. Hein. C'est 1% des effectifs d'Air France dans le technique. Donc la misogynie, elle est présente. Et si on se décourage, il y en a quelques-unes qui ont démissionné. Hein. Donc il ne faut pas se décourager pour une minorité d'entre eux qui tiennent ces propos. Troisième conseil que je voulais justement vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas négliger l'apprentissage. Moi, j'ai pu me prendre... Bon, là, c'est une maison, mais à l'époque, j'ai pris un petit appartement de 2 pièces. J'ai pu acheter ma voiture. J'étais plus chez mes parents depuis l'âge de 20 ans. Hein. Donc, pour l'autonomie, c'était très, très bien. Et le dernier conseil que je peux donner, je dirais le plus important, c'est d'oser les maths, d'oser les sciences. Parce que moi, j'ai eu tout un cursus mathématique, scientifique, et ensuite un petit peu plus industriel, technique. Aujourd'hui, dans les mathématiques, si je peux rapprocher tout ça, c'est que j'utilise beaucoup tout ce qui est statistique pour faire des analyses de fiabilité, des analyses de processus, où là, je suis beaucoup dans les stats. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment oser, oser, oser. Bravo, bravo. Y a-t-il des questions ? Merci. Oui, je vous félicite pour la volonté que vous avez manifestée pour suivre ce cursus. Mais je n'ai pas très bien compris, un bac pro après un bac S. Alors, j'ai en fait, à l'issue de ma prépa, il a fallu que je recherche des formations. J'ai commencé un début de DUG de sciences de la matière à la fac, mais au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que quand on arrive de classe prépa, qu'on se retrouve à l'université, en tout cas à l'époque, je suis passée d'un contexte très cadré à un contexte peu cadré. Donc ça ne me convenait pas. Et donc j'ai recherché toutes les formations post-bac, parce que j'avais qu'un niveau post-bac. J'avais pas eu les équivalences bac plus 1 à l'issue de ma prépa. Dans l'aéronautique, suite à ce job d'été qui m'avait bien plu. Et donc j'ai postulé à technicien de l'aviation civile à l'ENAC pour réparer les radars dans les tours de contrôle, et mécanicienne avion qui prenait avec un bac pro en 1 an au lieu de le faire en 3 aujourd'hui. Et j'ai été acceptée en tant que mécanicienne avion, technicien de l'aviation civile. Je n'ai pas été acceptée parce que j'ai une note éliminatoire en anglais. Donc je fais passer un petit message. L'anglais est très important dans les métiers techniques. Le français aussi, d'ailleurs. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis repartie de la base. Maintenant, honnêtement, tous ceux qui n'ont pas fait cette base-là dans la maintenance aéronautique, c'est compliqué derrière. Moi, j'ai appris tout le métier de la maintenance aéronautique grâce à ce bac pro. Toutes les règles de l'art, parce qu'il y a des règles de l'art. Aujourd'hui, à Air France, on est en train de remettre en place des écoles de l'avion ou des écoles des moteurs pour réapprendre les règles de l'art à certains techniciens, parce que ça se perd, parce qu'on a des difficultés. Et les règles de l'art dans l'aéronautique, c'est très très important. Et quand je parle de règles de l'art, ça va être n'importe quel boulon, un freinage avec du fil de fer, c'est vraiment que du fil de fer, pour empêcher que les vis se dévissent. Donc ça c'est primordial. Et il y a plein de choses comme ça sur les règles de torquage, sur les couples qui sont hyper importants. Et je ne pense pas que dans mon cursus ingénieur, je l'aurais eu en fait. Donc, et quand j'ai passé mon BTS, la moitié du BTS que j'ai passé était sur ce que j'ai fait en tant que mécanicienne avion. Donc j'ai pu me consacrer aux autres matières derrière. Et je ne regrette pas ces 2 années de terrain. Et au moins, on comprend ce que font les gens. Aujourd'hui, quand on me parle des problématiques sur des chantiers avions, je sais ce que c'est, je les ai vécues. Donc je ne regrette pas.
Et puis, comme par hasard, le mécanicien est super important. Le pilote joue un rôle non négligeable, mais si le mécanicien a oublié, là, par exemple, le petit fil de fer sur le boulon et que le boulon se détache en vol, ça doit peut-être être embêtant, quoi. Donc, le boulon peut tomber dans un moteur, le moteur exploser. Voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'on est dans les temps. Voilà, écoute, vraiment, merci à l'ensemble des participantes. Et voilà, merci beaucoup. Et puis, profitez bien du salon, il y a 1000 choses à voir. Marie-Josée, tu veux prendre un petit peu la parole ? Tu as peut-être des choses à nous dire ? Voilà, en tous les cas, viens juste que je te remercie pour les 20 ans passés en ta compagnie. Parce que j'ai fait ma carrière d'enseignante dans l'enseignement technique long et court, et que je suis très heureuse d'entendre et de terminer votre séjour en entendant dire que en enseignement technique, il y a des choses fondamentales qu'on apprend et que si on savait un petit peu mieux lier les deux dans notre cursus scolaire, des fois des choses iraient mieux. Voilà, c'était le prof de l'ancienne terminale E qui devait parler et vous m'avez aidé à le dire. Alors maintenant, je vais vous dire à toutes les 5, Gaëlle est partie, mais que moi, j'ai passé un moment très, très, très intéressant. Vos parcours sont à la fois très similaires et très différents, et que c'est vraiment une façon, je pense, de parler des métiers aux filles, et à tout le monde, bien sûr, mais aux jeunes filles je ne regrette pas d'avoir choisi un petit peu comme ça, parce que j'avais ce vieux souvenir du Péchakucha, de la semaine des maths de 2012, en m'étant dit, c'est quand même pas mal ce truc-là, d'avoir proposé à Véronique cet exercice. Oui, et puis merci Véronique, bien sûr, surtout pour tout ce que vous faites à Femmes et Maths et Annick pour essayer de convaincre les jeunes filles que les métiers des mathématiques, c'est aussi pour elles. Il n'y a aucune raison qu'une jeune fille ne choisisse pas un métier de mathématicienne ou d'informaticienne, mais vraiment aucune. Donc, je peux même, je crois, parler au nom de mes collègues hommes qui sont la majorité. En fait, ils adorent avoir des femmes, mais simplement, ils ne savent pas très bien se comporter. Donc, c'est un peu à nous de... Non, mais il y a un truc vraiment très simple. Ça, c'est de mon expérience. Si vous êtes minoritaire dans un milieu, c'est-à-dire si vous avez moins de 10% de personnes comme vous êtes obligé de prendre les règles des 90%. C'est de la dynamique de groupe, vous voyez ? Et donc, en général, moi, j'ai toujours été vraiment soit la seule, soit vraiment une ou deux sur 50 personnes. Donc, j'ai toujours été dans la minorité. C'est très désagréable en tant que fille parce qu'on ne peut pas se comporter naturellement. C'est-à-dire, justement, il faut arrêter de s'excuser. Première chose, n'oubliez surtout pas. Voilà, faut le complexe dont tu nous parlais tout à l'heure. Ah non, elle est partie, malheureusement, Gaëlle. Mais voilà, donc on n'a pas de complexe d'imposteur. Et même si on l'a, faut pas le dire. Faut pas le dire, parce que si vous commencez à le dire, vous êtes fichu. Voilà. Donc, quand vous êtes minoritaire, vraiment minoritaire dans un groupe, vous appliquez les règles du groupe dominant. Donc, en fait, pour une femme, c'est jouer avec deux casquettes. Vous restez une femme, c'est clair, mais vous pouvez jouer aux cow-boys. Si vous embêtent comme des cow-boys, vous répondez pom pom. Voilà, faut faire ça, parce que vous êtes minoritaire. Mais j'ai des labos, par exemple, je pense au labo d'océanographie et d'autres labos, où là, les femmes sont au moins 30 à 40%. Dès qu'on arrive dans des rapports de plus de 30%, c'est génial, parce que là, on est vraiment bien, le mélange est naturel. Il n'y a pas un groupe dominant. Voilà, donc ça, il faut arriver à cette tendance. On est dans une progression qui va dans le bon sens, clairement, et les choses vont se calmer quand on sera à 30% de femmes quelque part. Là, il n'y aura même plus à se poser de questions. Je suis sûre que les comportements seront redevenus naturels. Et voilà. Pour les maths, il faut encore grimper un peu l'échelle parce que ça reste... Moi, je pense qu'il y a encore du travail. Oui, Véronique. Mais surtout, ne vous excusez pas. En tout cas, merci à toutes, merci à vous, merci à Marie. Et puis, profitez de ce salon, profitez-en bien. On a voulu ce 20e salon, profitez-en. Tout ce qui s'y passe, c'est pour vous. Merci d'avance.